Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours sur le chapitre 6, couleurs et peinture, et nous allons passer maintenant à la partie grand 2, peinture. Et tout d'abord on va parler de la constitution d'une peinture. Quand on parle de peinture, ou de n'importe quoi qui va colorer, on a tendance à se focaliser sur la matière colorante, la molécule qui donne la couleur à la peinture par exemple, dans le cas ici. Mais une peinture n'est pas formée uniquement d'un pigment. Elle est formée de plusieurs composés qui forment un mélange qui est la peinture. Et donc elle va être formée de pigments, de charges et autres, un liant, des solvants. Pour faire simple, on a ici le résumé de ce qu'il y a dans la peinture. Donc la peinture, elle est composée d'un pigment, d'un solvant, de liant. On va voir juste après en plus en détail ce que c'est chacun de ces éléments. Et enfin de tout ce qu'on appelle les additifs. Et j'en mets deux en avant, les charges et les agents cicatifs. Donc maintenant on va commencer à expliquer les différentes parties de la peinture. Donc, ça c'est dans le petit 2, hein, les différents composants d'une peinture. Et on va commencer par les pigments. Donc les pigments on en a déjà parlé avant, c'est la matière colorante qui va colorer le milieu. C'est un pigment, donc c'est en fait une matière colorante qui est insoluble dans le milieu qu'il colore. Même si, on va voir que même dans la peinture, il y a des exceptions. On en reparlera quand on y sera. Mais même avec les exceptions, qu'on devrait appeler colorants au lieu de pigments, on va quand même tous les appeler pigments pour faire ça. Comme je dis, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup d'importance la nuance. Pigment, matière colorante, colorant, c'est un peu tout pareil. Même si, hein, rigoureusement, ça devrait plutôt être un pigment. Bon, qu'importe. Donc, un pigment, c'est un composé, donc naturel ou synthétique, minéral ou organique, insoluble, qui va donner sa couleur à la peinture. Et pour un pigment, on cherche à ce qu'il ait une couleur vivace, qu'il est résistant à la lumière et aux UV, qu'il ne va pas être, de la même façon, hein, tout ça, ça veut dire qu'il va résister à l'humidité, la pollution, l'oxydation, donc lumière UV, humidité, pollution, les questions. C'est ce que je disais à la fin de la vidéo précédente, où on essaie d'avoir une couleur qui ne va pas s'altérer facilement. Et après, en ce qui concerne la qualité de la peinture, il va aussi y avoir le pouvoir colorant de cette peinture par rapport à sa quantité, le pouvoir couvrant ou masquant de la peinture, différents facteurs qui vont entrer en compte dans le choix d'un pigment. Comme je dis, aujourd'hui c'est moins primordial parce que le choix a déjà été fait, le pot de peinture a déjà été sélectionné avec tout ça pris en compte. C'était surtout valable mais jusqu'au début du XXe siècle où la plupart des artistes devaient créer leurs pigments eux-mêmes s'ils voulaient s'en servir. Bon, maintenant ça ne pose plus trop de problèmes. Un petit peu d'histoire, donc c'est ce que je disais un peu avant sur les colorants. Ils existent depuis que l'homme commence à dessiner, hein. De toute façon on ne peut pas dessiner sans eux. Donc à la préhistoire on avait une petite dizaine de pigments différents. On utilisait différentes terres, différents argiles, oxyde de fer, donc ça c'est plutôt des minéraux, vu que c'est de la terre, des minerais. Et oui, les argiles, les terres, c'est principalement du sable, hein, de la silice, donc c'est pour ça que c'est lumineux. Et aussi quelques-uns organiques, comme des eaux calcinées, du charbon, de bois, pour le noir, par exemple. Dans l'Antiquité, différents exemples. Donc les Égyptiens étaient connus pour leur couleur bleue. Non, il n'y a pas du bleu égyptien dans la liste. Ah, j'ai dû l'oublier. Bon, il y a aussi, ils faisaient du noir pour le Kemet. Ils utilisaient comme cosmétique. Et un vert émeraude, le Nefekat. Bon, les Phéniciens et les Grecs, le blanc, qui était du carbonate de plomb. Le rouge, le jaune. Pour les Romains, le pourpre.
même si en fait ça datait plutôt des Phéniciens. Mais bon, les Romains ont repris l'industrie, il y en avait encore quand ils sont arrivés en Phénicie. Et ils l'ont conquise, hein, avec le reste de pourtour méditerranéen. Bon, au Moyen-Âge, ça s'est un peu développé, ça s'est développé un peu plus. Et pour les dates qui nous intéressent à nous, c'est un peu l'apparition de la peinture à l'huile au début du XVe siècle, 1400 et quelques. Et là, essentiellement, on a des pigments minéraux naturels qu'on va broyer finement dans un solvant organique. Oui, pour c'est un pigment. Et donc, à nouveau, des exemples de différents colorants. Hein. Il y en a toute une liste. Dans les modernes, un peu plus d'exemples ici, où en fait on commence à partir du bleu de Prusse à les créer, modifier légèrement. Je dirais pas avec de la chimie, parce que là on est vraiment au début de la chimie, entre de la chimie de l'alchimie. Mais bon, c'est l'époque où ça commence à venir. Et oui, dans l'époque moderne, parce que là c'est plutôt des solvants, des pigments minéraux. L'exemple que je donnais avec le violet Perkins, le mauve Perkins, là c'était un pigment organique. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les colorants, c'est ce qu'on utilise dans la teinture de textile. Une fibre textile, du coton, de la laine, c'est organique. Et donc pour pouvoir la teindre, il faut aussi un colorant organique de préférence. Et là, c'est que du minéral. Donc tout ça ne peut pas vraiment être utilisé pour la teinture. Il a fallu attendre un peu plus longtemps pour obtenir un colorant organique. Voilà. Bon, aujourd'hui on en a beaucoup, à base de chimie du pétrole, des phyllocyanines. À nouveau, on va pas rentrer dans plus de détails. Tout ce qu'il y a à se rappeler, c'est que grâce au développement de la chimie, on a maintenant énormément de pigments divers et variés. Alors, ça c'était pour le pigment, c'est ce qui donne la couleur. Deuxième chose qu'on va détailler, c'est les solvants. Donc, le rôle du solvant, qui est aussi appelé diluant, ça va être de permettre de mieux déposer le pigment sur une surface. Son but, ça va être de se mélanger au pigment, ou d'aider au pigment à s'étendre plus facilement, à être déposé plus facilement. Mais essentiellement, le solvant, à la fin, on n'en veut pas. Donc le but du solvant, c'est de déposer le pigment et après de s'évaporer pour disparaître, essentiellement, partir dans l'atmosphère. Donc ça doit être des composés qui sont volatiles et qui vont faciliter l'application de la peinture sur un support. Donc le plus simple, enfin celui qu'on aimerait utiliser tout le temps, c'est l'eau, parce que l'eau n'est pas dangereux pour l'environnement, hein, il y en a déjà partout. Et il est utilisé pour un certain nombre de peintures, comme les gouaches, aquarelles, détrempées, les peintures vinyliques et acryliques, ça c'est les peintures modernes. Donc ça, l'eau, c'est pratique. Mais c'est parce que c'est pas dangereux pour l'environnement. Mais ça demande de... Enfin, ça pose quand même des problèmes parce que ça ne s'évapore pas facilement. Enfin, du moins naturellement, ça ne va pas s'évaporer facilement. C'est pour ça que pour les peintures à l'huile, qu'on a développées dans les années 1400 ou 15e siècle, on va préférer des essences comme l'essence de térébenthine ou d'autres alcools, esters, acétones, qui sont en fait des solvants qui s'évaporent facilement. Mais c'est des solvants organiques. Donc on va avoir dans l'atmosphère un composé organique qui se répand. C'est bon, si vous utilisez ce genre de peinture, vous allez trouver qu'il y a une odeur chimique, une odeur prononcée de produits chimiques, hein, et c'est dû à ces solvants qui s'évaporent parce qu'ils ont déposé le pigment et ils ont rempli leur rôle. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième composé qui est les liants. Donc des liants, aussi appelés médiums. Le but des liants, qui là pour le coup sont pas volatiles, seulement semi-volatiles, le but c'est de fixer le pigment sur le support quand il y a séchage.
c'est de s'assurer que le pigment reste là où on veut qu'il reste. Ça, c'est le rôle du liant. Essentiellement, ce qu'il va faire, c'est comme un film de polymère ou de plastique ou de quelque chose collant qui va accrocher le pigment sur la surface. Une façon de voir le liant, si par exemple vous faites dans la cuisine, en cuisine, si vous avez de l'huile, quand l'huile est liquide, il coule, il ne s'accroche pas à la surface, vous pouvez le nettoyer facilement. Par contre, si vous laissez de l'huile sécher, surtout de l'huile chaude séchée, eh bien là, ça va faire des taches qui s'incrustent, qui s'accrochent à la surface. Et donc c'est ça un peu le rôle du liant, c'est de s'incruster, s'accrocher. Et je parlais d'huile parce qu'on a utilisé initialement certaines huiles essentielles à base de lin, enfin des huiles de lin, des huiles de yette, ou de l'œuf, ou de la gomme arabique. Tout ça, leur but, c'est de s'accrocher à la surface. Bon, aujourd'hui, on est un peu plus moderne. Dans les peintures vinyliques ou acryliques, c'est en fait des polymères vinyliques, des polymères acryliques, donc des plastiques vinyliques, des plastiques acryliques. D'une certaine façon, la peinture vinylique acrylique va former en fait du plastique à la surface de la toile par exemple, et en accrochant le pigment à l'intérieur. Bon, ça c'était pour les liants. Et enfin, on a tous les additifs, avec certains dont je vais parler plus en détail. Mais essentiellement, c'est ces trois éléments qui sont le plus importants pour une peinture. Le reste, c'est des additifs. Alors, le premier additif, les charges. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis un peu à part? Eh bien, c'est parce qu'il joue un rôle assez important, même si on a des fois du mal à le comprendre. Son premier rôle, c'est de modifier ce qu'on appelle les propriétés rhéologiques des peintures. Alors, c'est quoi les propriétés rhéologiques? C'est la plasticité de ces peintures, c'est-à-dire comment ça va s'écouler, à quel point il va être visqueux, est-ce que ça s'accroche bien sur la pinceau, est-ce que ça se dépose bien du pinceau. Tout ça, c'est les propriétés rhéologiques. Et aussi, ça modifie la brillance, même si ça a peu de pouvoir opacifiant. Donc, comme exemple, pensez que c'est la craie, du talc, du calcaire, des genres de poudre qui vont rendre la peinture plus visqueuse ou moins visqueuse, ou modifier un peu ses propriétés, comme on dit, rhéologiques, donc à quel point ça se dépose et ça accroche bien au mur. Bon, pour ce qui est des autres additifs, il y en a toute une collection avec différentes propriétés. Donc par exemple, ça aide en tant qu'agent mouillant ou en tant qu'agent dispersif pour éviter que ça fasse des flocules, c'est-à-dire de s'agglutiner. Ça va les stabiliser contre les UV, les fongicides c'est contre les moisissures. Et un autre additif important, aujourd'hui on en parlait pas mal il y a un certain temps, c'est les agents cicatifs. Alors les agents cicatifs, ça aide à sécher les peintures. Et je vous disais qu'aujourd'hui on préfère l'eau comme solvant, mais l'eau s'évapore mal. Et donc on est obligé de rajouter des agents cicatifs pour aider le séchage. Et il y a souvent des problèmes parce que ces agents cicatifs sont à base de métaux lourds, comme le plomb, qui provoquent la maladie du saturnisme, c'est-à-dire qui rend fou. Et donc, on essaye d'éviter ce genre d'agents cicatifs pour avoir des qui sont moins polluants, pour pouvoir continuer à utiliser l'eau qui, elle aussi, n'est pas polluante, mais c'est pas facile. Ça coûte moins cher d'utiliser les métaux lourds. Voilà. Bon, le reste du grand 2, on va le voir dans une autre vidéo. Voilà, ça va être sur les différents types de peinture. Bon, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.